Je commence par présenter Jean-Michel Salansky, professeur à l'université de Paris-Ouest, Nanterre, La Défense. Donc, il est professeur en philosophie, évidemment, mais en philosophie des sciences logiques et épistémologie. Il a notamment travaillé sur Lévinas, et c'est la raison pour laquelle cette présentation d'ouvrage est inclue dans le colloque sur Lévinas qui a lieu en ce moment sur la représentation et l'altérité. Donc, notamment des publications sur Lévinas, mais également sur Lyotard, sur Derrida. J'en cite que quelques-uns parce que Jean-Michel Salansky publie beaucoup. Et donc Lyotard, Derrida, Heidegger sur la question du fait juif. Et ce sont que des exemples, mais généralement, on peut voir que dans ces ouvrages se dégage un souci de réfléchir à la question du sens. Et qu'à partir de cette question du sens, il a conçu un système de réflexion sur le sens qu'il nomme éthanalyse, qui consiste à expliciter la dimension normative du sens, notamment la valeur recouverte par le sens des mots. Alors, je ne vais pas donner moi-même un exemple. S'il le souhaite, il vous expliquera un peu plus, ou si vous avez des questions à ce propos. Le livre qu'on présente ce soir n'est pas exactement directement sur l'éthanalyse, mais il n'y est pas du tout étranger, évidemment. Donc, est-ce que vous voulez peut-être dire un petit mot sur l'éthanalyse ou non, on embraye directement donc on passe directement à l'ouvrage. En fait, cet ouvrage est le numéro 3 d'une série qui a vocation à en compter plus que 3, très vraisemblablement. Le premier de la série est sorti en 2006 et il s'appelle Lévinas vivant, puis il a été rebaptisé ensuite Lévinas vivant, l'émotion éthique. Chacun de ces livres portant une thématique autour de Lévinas. Donc le premier en 2006, Lévinas vivant 1, thématique l'émotion éthique. Puis Lévinas vivant 2 est sorti en 2011. Sa thématique propre était l'humanité de l'homme. Et le troisième opus donc, sort cette année, en 2015, avec pour thématique essentielle que l'on va un petit peu expliciter au cours des minutes qui viennent, le concret et l'idéal. Peut-être d'abord un petit mot sur le projet global de cette série Lévinas vivant, en tout cas tel que je l'ai reçu, tel que j'essaye de la comprendre, et puis je passerai rapidement la parole à Jean-Michel Salansky qui certainement corrigera ou affinera. Je pense que l'un des enjeux essentiels de ce projet est de prendre une position un petit peu différente de celle dans laquelle souvent on interprète Lévinas. On a tendance à interpréter Lévinas souvent dans le cadre d'un contexte bien particulier, qui est l'un des contextes dans lequel il a travaillé. Et souvent, les lecteurs ou les interprètes de Lévinas ont tendance à le limiter à une de ces catégories. Donc on peut voir Lévinas comme un grand acteur de la phénoménologie, il est interprété comme tel. On peut voir Lévinas comme un grand acteur de la pensée française un peu subversive des années 70. On peut voir Lévinas comme un grand auteur de la philosophie de l'altérité. On peut voir Lévinas comme un grand auteur du fait juif, du Talmud. On peut voir Lévinas sous différentes catégories qui sont toutes légitimes. Mais j'ai le sentiment que le projet de la série Lévinas vivant est précisément de refuser ces limitations pour essayer de présenter l'œuvre de Lévinas finalement dans le sens qui lui est propre et qu'elle exige, peut-être qu'elle exige même de la considérer comme relevant d'une catégorie spécifique. Et peut-être que cette catégorie spécifique, on peut l'identifier dans une des phrases, qui est l'une des dernières du livre, qui apparaît dans la conclusion du dernier article, où en fait Jean-Michel Salansky dit que finalement le sens ultime de l'ensemble de l'œuvre de Lévinas est peut-être de dire que l'on ne peut sortir de l'absurde, de l'ilia dans le vocabulaire de Lévinas, mais comprenons plutôt le terme générique de absurde, qu'à travers l'éthique. Que seul le champ éthique, seul le champ normatif, le champ de l'obligation à l'égard d'autrui donne sens et donc permet de sortir de l'absurde. Est-ce que déjà, peut-être je peux vous demander une première réaction là-dessus, est-ce que tel est bien le projet de la série des Lévinas vivants? Je ne sais pas si je serais d'accord pour que on s'arrête à cette affirmation-là comme incluant toutes les autres, mais je suis d'accord néanmoins, premièrement, sur l'idée générale qui est de
sortir Lévinas de ses contextualisations habituelles, c'est-à-dire pour moi principalement la contextualisation heideggerienne et la contextualisation derridienne, qui à mon sens porte tort, c'est-à-dire que ça empêche d'essayer de comprendre la grammaire des concepts lévinassiens de façon autonome. Ça, si je puis me permettre une métaphore, ça empêche d'accéder à l'axiomatique lévinassienne. Et je pense que pour comprendre une pensée, il faut accéder à ce temps axiomatique. Chaque pensée a une espèce de capacité de s'installer dans un plan propre et de développer une signification qu'on peut reconstruire comme dérivant d'un certain nombre d'axiomes, qui sont les axiomes propres de cette pensée. Et donc les contextualisations habituelles, la heideggerienne et la derridienne, pour moi, ont le défaut de nous épargner cet effort. En fait, c'est une lecture paresseuse de ce point de vue-là. Donc c'est tout à fait ça le projet des Lévinas vivants. Et avec l'idée aussi que si on fait ça, ça devient beaucoup plus simple. Parce que moi aussi, j'ai une résistance à l'idée que les philosophes en général seraient des gens compliqués, enfermés dans un jargon, se posant des questions totalement inaccessibles et incompréhensibles à qui que ce soit. Non, moi je pense que les débats de la philosophie, on peut y accéder de plein pied à partir de l'expérience humaine. Ils n'ont rien de sain, de séparé. Bon. Et donc, oublier la contextualisation heideggerienne et la contextualisation derridienne, c'est aussi accéder à ce caractère vivant de la pensée de Lévinas, qui est justement le fait qu'elle s'adresse à ce que nous partageons tous, à l'expérience humaine dans son épaisseur familière. Et alors maintenant, la phrase sur la seule chose qui nous sort de l'absurde, c'est l'absurde, c'est l'Ilia. C'est-à-dire c'est le fait qu'il n'y a que l'être et son processus. Et tant qu'on en reste à une pensée qui épouse l'être, accepte de le célébrer, de le refléter, de répercuter son mouvement, on ne sort pas de l'absurde. Et ce qui nous sort de l'absurde, le gradient, l'espèce de l'échappée, elle est dans le caractère irrécusable de l'obligation envers autrui. C'est ça le levier. Oui, c'est bien quelque chose que je fais bien, que j'ai l'impression d'apprendre de Lévinas. Maintenant, il y a plusieurs autres manières de dire à peu près la même chose. Donc, par exemple, dire que, comme je sais que Georgie aime à le dire, que c'est une philosophie qui est centrée sur l'exceptionnalité de l'humain, c'est une formulation qui me convient aussi tout à fait. Il y a plusieurs manières de résumer cette courbe, mais je pense que ça revient toujours plus ou moins à la même chose quelque part. Alors, chacun de ces trois volumes est porteuse d'une thématique qui lui est propre. En 2006, le premier volume, en fait, je crois que vous le présentez vous-même quelque part, je ne sais plus où, mais vous le présentez vous-même comme une interrogation de l'œuvre Lévinas depuis un certain nombre de concepts qui lui sont extérieurs. Le deuxième opus, L'Humanité de l'homme, en 2011, vous le présentez, il me semble aussi au même endroit, comme essentiellement une interrogation sur autrement qu'être, et notamment en relation avec votre projet de l'état-analyse. En revanche, ce troisième opus, celui dont on parle, Le concret et l'idéal, propose en fait en quelque sorte une nouvelle conception de l'idéalisme, par rapport à laquelle on ne retrouve pas tout à fait ses petits si on ne comprend l'idéalisme en termes purement platoniciens ou en termes berkeléens, un idéalisme normatif qui vous semble en fait être au cœur de la compréhension de l'œuvre de Lévinas. Peut-être que vous pouvez expliciter un peu. Oui, bon, bah, c'est l'enjeu, là, c'est ce à quoi j'étais le plus attaché pour ce nouveau volume. Je peux dire que de ce point de vue-là, les rencontres de Toulouse ont joué un rôle important, puisque mon intervention dans le colloque sur Bergson, Jankélévitch et Lévinas, le spirituel et l'idéal, qui figure dans le volume, était déjà centré sur cette question-là. Alors, donc, ce dont il s'agit, c'est au fond la querelle de l'idéalisme, qui est que il y a une philosophie. Bon, moi, je me suis intéressé beaucoup en liaison avec mon ami Frédéric Worms, mais finalement, l'objet devient. On s'est approprié son objet, donc on le considère comme le nôtre directement. Vous savez, c'est ce qui arrive aussi avec les amis. Vous présentez un ami à un autre ami, et cet ami devient directement l'ami de l'ami à qui vous avez fait la présentation, et c'est très énervant, on est extrêmement jaloux. Mais ça se produit dans l'univers de la pensée sans arrêt. Donc la philosophie française, j'ai tendance à la voir comme mienne, et bon, c'est quand même Frédéric qui m'a intéressé à la chose. Je devrais le reconnaître. Et donc, il y a un épisode qui est l'épisode du début du XXe siècle, c'est la philosophie française du XXe siècle, cet objet, et l'épisode du début du XXe siècle, il est dominé par les figures de Bergson et de Brunswick. Et on dit généralement que c'est l'épisode de l'idéalisme et du spiritualisme, en confondant plus ou moins les deux. À tort, à mon avis, mais bon.
Et puis ensuite, il y a le moment de la génération des philosophes en colère. C'est Nizan, c'est Sartre, c'est Politzer. Et c'est des gens qui disent qu'il y en a marre de cette philosophie académique, idéaliste et spiritualiste, que tout ça est loin de la vie des gens, des souffrances des gens, et qu'il faut que la philosophie échappe à ça. Et donc, il y a un congédiement du motif de l'idéalisme et du spiritualisme. Et bon, moi, ce qui m'embête là-dedans, c'est l'idéalisme, parce que j'ai l'impression qu'une philosophie sans idéalisme, ça ne va pas. J'ai l'impression que l'idéalisme, c'est une partie si importante de l'intelligence et de l'intelligible que se couper de ça, c'est une perte, et en fait, c'est un approfondissement, et c'est un risque. Hein. C'est un risque de bêtise, je dirais, quelque part. Et donc, le but de ce livre, c'était de montrer qu'il y avait chez Lévinas eu la ressource pour réassumer l'idéalisme, mais alors on va l'assumer différemment. Et ce qu'il faut faire simplement, c'est ne plus voir l'idéalisme sous l'angle ontologique. C'est-à-dire qu'il faut divorcer d'avec un idéalisme ontologique. L'idéalisme ne va plus... Alors bon, déjà, je distingue, comme l'a dit Michel, l'idéalisme platonicien et l'idéalisme berkeleyien, parce que l'idéalisme platonicien, c'est le réalisme des idées. Ça consiste à dire que pour comprendre le fait qu'il y ait des tas de choses belles, il faut faire intervenir l'idée du beau et estimer que l'idée du beau est attestée dans chaque chose belle. Chaque chose belle est belle parce qu'elle participe de l'idée du beau. Donc dans la version platonicienne, on est obligé d'introduire l'idée du beau comme une réalité en plus, une espèce de bizarre réalité, une réalité idéale qui permet d'expliquer que des tas de choses soient belles. Et c'est un prototype d'explication de toute la réalité. Toute la réalité va être vue du point de vue de sa participation à des entités supérieures qui sont les idées. Donc c'est toute une théorie ontologique qui introduit des idées évidemment suspectes du point de vue du matérialisme scientifique contemporain, qui sont ces idées en plus de toutes les réalités. Donc ça, c'est la difficulté de l'idéalisme. Bon. Il y a une autre interprétation de l'idéalisme, qui est l'interprétation de l'idéalisme berkeleyien, qui est aussi très populaire, et en particulier dans la philosophie analytique contemporaine, où on dit que ce qui est idéaliste, c'est une attitude qui ramène tout au sujet, qui consiste à dire que les réalités ne sont pas des vraies réalités, parce que quand on dit que ce sont des réalités, on le dit au nom d'un sujet qui les perçoit, qui les pense. Donc en fait, tout est ramené au sujet qui perçoit et qui pense, et toute la réalité du monde s'engouffre et s'évanouit dans la conscience de celui qui perçoit et qui pense. Ça, c'est l'idéalisme pour toute une partie de la philosophie contemporaine. Et d'ailleurs, cette partie de la philosophie contemporaine qui désigne l'idéalisme comme ça, le condamne. Donc il y a deux condamnations de l'idéalisme. Soit l'idéalisme, il est platonicien, et donc il est théologique, il introduit des entités auxquelles personne ne peut croire, qui sont comme l'idée du beau dont chaque chose belle participe. Soit l'idéalisme, il est subjectiviste et il consiste à tout ramener à soi, et c'est pas mieux. Bon. Mais il y a, à mon avis, une autre version de l'idéalisme qui consiste à dire que ce à quoi l'idéalisme nous a rendu attentifs depuis Platon, c'est au fait qu'on a des séries d'occurrences qui valent pour un type qui transcende chacune des occurrences et qui ne s'identifie à aucune de ces occurrences. Et ça, l'exemple le plus simple de ça, c'est le langage. Nous avons le mot maison, mais ce que nous appelons le mot maison, il est différent de chaque profération du mot maison. Là, je viens de dire 3 ou 4 fois maison devant vous, c'était des proférations du mot maison, et chacune de ces proférations est distincte de ce que nous appelons le mot maison. Alors, qu'est-ce que nous appelons le mot maison ? C'est l'invariant au-delà de toute la série des proférations possibles du mot raison, au-delà de la série de toutes les inscriptions possibles du mot raison, du mot maison dans des textes. Donc, on retombe devant les difficultés platonicienne. On pourrait dire, mais c'est mythologique, le mot maison. Mais pourtant, le mot maison, c'est la chose la plus ordinaire du monde. Et est-ce qu'on va se priver, dans notre langage, de la possibilité de désigner les entités du langage ? Ce serait quand même un peu embêtant. On a l'impression que ce serait une mutilation de notre expérience. Et ça a quand même une certaine validité d'envisager le mot maison au-delà de toutes ces proférations et de toutes ces inscriptions. Et en fait, la réponse que je propose, c'est de dire que ce qu'on désigne sous le nom de l'idéalité du mot maison, c'est une espèce de prescription au-dessus de toutes les occurrences de la série qui, pour ainsi dire, appelle la reproduction des occurrences, appelle de nouvelles réalisations d'occurrences de la série. Donc derrière chaque idée, au sens traditionnel platonicien, il y a en fait des prescriptions qui nous commandent et au nom desquelles on a l'impression de répéter des occurrences qui répondent à la demande de l'idéalité. Donc ça, c'est la base de la stratégie. Ça consiste à avoir une réinterprétation sous l'angle du commandement, de la prescription,
de ce qui s'appelait l'idéalité. Et donc on va dire qu'il n'y a pas de réalité du mot maison. Hein. Le mot maison, c'est une commande qui insiste dans notre pratique du langage, mais on ne va pas en faire une réalité, on ne va pas en faire une composante de l'ontologie. De même, on a une autre expérience où l'idéalité, exactement dans le même sens, est attestée, c'est l'expérience des mathématiques. Vous n'avez pas d'autre manière de définir ce que c'est qu'un nombre entier, autrement que comme un au-delà de toutes sortes de réalisations de ce nombre entier. Soit vous voyez ça avec des systèmes d'écriture ou des systèmes formels de manière contemporaine qui vont identifier le nombre entier, mais chacun de ces systèmes d'écriture ou ces systèmes formels vous permet de le réidentifier des tas de fois, dans des tas d'occurrences d'identification. Soit vous voyez le nombre entier au-delà le nombre entier 3, par exemple, au-delà de toutes les collections de 3 objets, et c'est pareil, il est 1 au-delà de toutes les collections de 3 objets. Donc c'est pareil, on ne peut pas éviter, si on veut avoir des mathématiques, de faire crédit à ces idéalités. Donc le geste de base, c'est d'accepter les idéalités comme une composante inesquivable de notre intelligence. Bon, et à partir de là, si on comprend que la ressource fondamentale de l'idéalité, c'est la commande, c'est la prescription, bah Lévinas nous montre que par ailleurs, la commande et la prescription, c'est ce à quoi s'accroche le sens de la vie pour nous. C'est-à-dire que ce qui nous fait sortir de l'absurde, c'est l'obligation irrécusable devant le visage, c'est-à-dire l'expérience fondamentale du commandement, justement. Donc il y a une deuxième justification. Donc finalement, le cheminement du livre, c'est de dire qu'il faut accepter l'idéalité avec l'interprétation prescriptive de l'idéalité, et qu'au fond, ça, c'est ce à quoi nous devons tout le concret de notre existence. C'est-à-dire que je renverse la charge de l'accusation qui venait de la généralisation des philosophes en colère. Eux, ils disaient « abandonnez l'idéalisme et rapprochez-vous de la vie humaine ». Moi, je soutiens au contraire qu'il faut accepter l'idéalisme pour pouvoir réagir à l'humanité ordinaire et concrète. D'où le titre « Le concret et l'idéal ». L'idéalisme est ce qui nous sauve et qui nous permet d'aborder le concret. Et ce que je soutiens, c'est que quand on refuse l'idéalisme, on ne rencontre jamais le concret. En fait, on est condamné à l'abstrait. C'est-à-dire les gens qui ne veulent pas d'idéalité, ils disent il y a juste des multiplicités de cas empiriques et tout ce que je peux faire, c'est abstraire à partir de là des concepts. Et avec ça, on ne rencontre jamais le vivant de l'humanité. Voilà, j'en ai dit assez. Toute petite parenthèse. Est-ce qu'on est, enfin, je voudrais juste revenir quand même un tout petit peu sur cette idéalité. Est-ce qu'on n'est pas quitte de l'idée de maison dans une approche beaucoup plus classique et fortement utilisée par la philosophie analytique, notamment à travers l'idée de possibilité. C'est-à-dire que si derrière l'idéalité, vous mettez non seulement la série des maisons réelles, puis la série des maisons possibles, est-ce qu'on est quitte avec l'idée de maison ou est-ce qu'on n'est pas quitte d'une notion donc, qui ne serait pas à ce moment-là prescriptive, mais qui serait modale ? Oui, bon, ça c'est une belle discussion conceptuelle. Moi, d'abord, il faudrait éclaircir cette stratégie. C'est-à-dire, ça reviendrait à dire ce que j'appelle l'idée de maison, c'est la possibilité des proférations et des inscriptions. Bon. Alors, je pense que si on creuse cette idée de la possibilité des proférations et des inscriptions, en fait, ce qu'on va retrouver, c'est la prescription. C'est-à-dire que ce dont on parle, c'est pas de la possibilité, c'est pas comment dire, la possibilité, si j'en prends, j'ai peur que la discussion devienne trop technique, mais la possibilité au sens ordinaire, c'est ce qui peut être le cas dans un monde parallèle. Bon, et n'importe quoi qui pourrait être le cas dans un monde parallèle. Or là, c'est pas de ça qu'on parle. Quand on dit la possibilité d'une profération du mot maison ou la possibilité d'une inscription du mot raison, ça inclut la fidélité, parce que ce qu'on va appeler une profération ou une inscription, c'est quelque chose de fidèle à la série, justement. Donc c'est des possibilités qui sont indexées sur la fidélité à la série. Et en fait, une possibilité indexée sur la fidélité à la série, c'est une prescription. En gros, c'est ça ma réponse. Maintenant, plus profondément, je pense que l'intervalle qui sépare notre monde des mondes parallèles, que présuppose toute pensée modale, comme c'est apparu dans les versions de Kripke, mais déjà dans Leibniz, si on veut, si on réfléchit sérieusement à ce que c'est... Alors, bon, la modalité, peut-être que tout le monde n'est pas familier avec la modalité. La modalité, c'est se dire j'aurais pu arriver un quart d'heure en retard à la librairie Ombre Blanche. Et quand je dis ça, ça veut dire la seule élucidation de ça qu'on connaisse, ça revient à dire que j'envisage un monde parallèle où je suis arrivé un quart d'heure plus tard à la librairie Ombre Blanche.
Mais qu'est-ce que c'est un monde parallèle? Un monde parallèle, c'est un monde qui n'est pas quelque part dans l'espace, parce que s'il était quelque part dans l'espace, il serait dans le même monde que notre monde. Un monde parallèle, ce n'est pas non plus un monde qui est quelque part dans le temps, parce que par exemple, s'il est dans le futur, bah, c'est ce à quoi on va arriver dans le déroulement du futur, ou si dans le passé, c'est ce qu'on a dépassé. Donc un monde parallèle, en fait, ce que ça veut dire, c'est très étrange, mais c'est quelque chose qui est un monde exactement comme le nôtre, mais qui se déploie hors notre monde, ce hors n'ayant ni le sens de l'espace, ni le sens du temps. Et cet intervalle entre un monde parallèle et un autre, par exemple entre notre monde et un monde parallèle, il est proprement incompréhensible. Si vous prenez au sérieux, si vous réfléchissez à ça, vous ne savez pas ce que c'est que cet intervalle. On n'arrive pas à concevoir qu'est-ce qu'il y a comme étrange trou entre un monde et un monde parallèle, puisque ce trou n'est pas de l'espace et n'est pas du temps, donc on ne comprend rien du tout. Ce qui amène des gens à dire que le discours modal est absurde. Mais en même temps, vous voulez vous priver de dénoncer comme tu aurais pu me faire un cadeau et la journée aurait été magnifique. Vous envisagez le monde parallèle où la personne vous a fait le cadeau. Hein. Donc on ne peut pas se priver de ça. Donc on a cette contradiction qu'un truc complètement ordinaire, ça met en jeu quelque chose de conceptuellement intenable. Et à mon avis, le fait d'envisager la réalité par rapport à d'autres réalités parallèles, c'est lié à notre situation d'obligation. Parce que quand nous sommes dans la situation d'obligation, ben, nous avons à secourir autrui et nous savons très bien qu'il y a beaucoup de monde où nous ne le secourons pas. Et donc devant chaque situation, il y a comme une bifurcation entre des mondes parallèles de responsabilité et des mondes parallèles de non-responsabilité. Donc l'idée est à nouveau la même, c'est que c'est dans cette intrigue éthique au sens de Lévinas que nous trouvons la ressource pour comprendre quelque chose d'aussi ordinaire et d'aussi essentiel que le parler modal en général. J'ai été une fois de plus trop long. Maintenant, je voudrais vous questionner sur une autre thématique qui justement a trait au colloque dans lequel on va parler ces 3 jours, donc la représentation, puisque si on a proposé ce colloque, c'est parce qu'il y a une discussion ouverte à partir d'une lecture plutôt commune de Lévinas, qui consiste à dire qu'il y aurait un rejet de l'ontologie chez Lévinas qui s'appuierait sur une dépréciation donc de la représentation et une mise en accusation de l'Ilia, et qui, du même coup, à partir de laquelle, du même coup, Lévinas présenterait la représentation comme une sorte de déclin qui romprait avec l'éthique. Et vous, dans votre livre, vous affirmez l'inverse, à savoir que dans le Lévinas d'Autrement qu'être, on trouverait la justification de l'ontologie elle-même. Et ça, c'est surtout dans le second chapitre de votre livre. Et j'aimerais que vous disiez plus à ce propos. Oui, bon, bah ça c'est toute la question de l'évaluation des rapports entre Lévinas et la sphère ontologico-épistémologique. Et je pense qu'il y a là-dessus un malentendu qui est lié au débat que Lévinas a avec ceux qui font de l'ontologie une valeur. Et ce à quoi Lévinas en a, c'est ça, c'est des philosophies qui considèrent, en accord d'ailleurs avec toutes sortes d'orientations traditionnelles, et en un sens Lévinas dit que c'est l'orientation de toute l'histoire de la philosophie, qui voit l'être comme valeur. Donc, par exemple, ça mène à définir le mal comme l'imperfection de l'être. Donc, quand l'être est dans sa plénitude, c'est le bien. Voilà, ça, c'est une des versions métaphysiques traditionnelles de ça. Mais on a des versions plus récentes, soit une version heideggerienne qui dit qu'en fait, le fond de l'affaire humaine, c'est que l'être nous commande de le respecter. Donc, c'est très bizarre que l'être ait besoin qu'on le respecte, mais bon, c'est quand même ça qui est raconté. Ou alors, on a les versions qui sont les philosophies subversives des années 60-70, qui souvent sont tentées de dire qu'il faut célébrer dans l'être une capacité de fuite et d'échappement, qui serait un truc extraordinaire, qu'il faudrait encourager, et donc il faudrait applaudir l'être dans sa capacité de variation et de changement héraclitéen. Et toujours, ça revient à prendre l'être comme valeur. Mais de même, à la limite, Lévinas ne serait pas d'accord, bien que ce ne soit pas ça à quoi il a affaire, mais il ne serait pas non plus d'accord avec une vision qui dirait que dire la vérité sur l'être, c'est ça la destination ultime de l'humanité. Et donc même ça, qui reviendrait à dire que tout ce qu'on a à faire, c'est dire le vrai sur les choses, que notre seule tâche, c'est une tâche de connaissance adéquate,
qui quelquefois on a l'impression que c'est ça que dit la philosophie analytique contemporaine, ça aussi, c'est pas satisfaisant du point de vue de Lévinas. Donc c'est très clair qu'il veut qu'on abandonne l'idée de prendre l'ontologie comme valeur, ou indirectement de prendre la connaissance comme la seule valeur. Donc la valeur, elle vient d'ailleurs. La valeur, elle vient toujours de la même chose, elle vient de l'épreuve de l'obligation irrécusable qui est la nôtre devant le visage. Et donc on va comprendre toute valeur à partir de ça. Donc de ce point de vue-là, Lévinas est absolument radical. Mais maintenant, ça ne veut pas dire qu'il considère, eo ipso, qu'il n'y a possiblement dans la tâche de connaissance, par exemple, aucune valeur. Et c'est tout le contraire. On a des tas de textes de Lévinas où il dit avec emphase que dans l'humanité a réussi à produire une recherche collective de la vérité dans la science, et que c'est une chose grande, et que là-dedans, à l'intérieur de ça, les gens ont des comportements purs les uns vis-à-vis des autres, et ne sont pas dans la guerre, et collaborent, et que, bon, on n'a pas grand-chose de si manifestement supérieur. Donc, évidemment, Lévinas est tout à fait capable d'approuver la connaissance, par exemple, comme entreprise humaine. Et donc, dans le livre, j'insiste là-dessus, et j'insiste sur le fait qu'à partir du moment où on comprend que le champ de la valeur est polarisé à partir de l'expérience éthique, on peut accueillir les valeurs de l'humanité. Alors là, Lévinas, par exemple, en des tas d'endroits, mentionne son adhésion à la valeur de la science et de la connaissance, et en particulier dans Autrement qu'être, à la fin d'Autrement qu'être, il présente, c'est son enjeu. L'enjeu d'Autrement qu'être, c'est au moins autant valoriser la philosophie, la théoria, le logos, le langage, que comprendre la justice. Donc Lévinas, il le dit pour le cas de la connaissance et de l'ontologie, mais on peut plus généralement comprendre qu'à partir du moment où on a l'orient de la valeur éthique, on peut comprendre les valeurs de l'humanité. Et ça, c'est un peu le projet de l'éthanalyse. Une fois de plus, je crois que j'en ai dit assez. Je voudrais juste avoir une précision concernant le lien que vous faites entre l'ontologie et la science. Parce que justement, la phrase que j'ai retenue dans ce passage-là, c'était « Lévinas d'Autrement qu'être justifie l'ontologie et la science ». Si c'est formulé comme ça, je pense que ça incite à quelque chose comme un éclaircissement. Même si... Oui, non, mais d'accord, c'est parce qu'il y a une équivoque, c'est que précisément l'ontologie dans la discussion philosophique, ça veut dire la valorisation de l'ontologie. Ça, c'est un peu l'effet même de Heidegger, ça, je pense. Mais en fait, l'ontologie, ça ne veut pas dire ça. L'ontologie, c'est une partie de la connaissance qui est la connaissance la plus générale de l'être. Donc, quand je dis valorisation de l'ontologie, donc de la science, c'est ça que je veux dire. Je veux dire que à partir de l'orient de la valeur éthique, on peut comprendre la valeur qu'il y a dans la poursuite du vrai à propos de l'être, que ce soit au niveau particulier ou au niveau le plus général. Donc ça va aller de la science la plus expérimentale à la physique mathématique la plus abstraite et à l'ontologie générale pour autant que ça existe. Donc tout ça est justifié. Mettons que l'ontologie générale, c'est la logique des prédicats du premier ordre. Eh bien, Lévinas nous donne de quoi justifier la valeur de la logique des prédicats du premier ordre. Alors, toujours pour rester dans le thème de notre colloque, donc la représentation, et en particulier la représentation esthétique par l'art, votre livre s'ouvre en fait sur deux mises en regard. Une mise en regard de Lévinas avec Heidegger, mais ce n'est pas là-dessus que je voudrais vous interroger, et vient juste après une mise en regard de Lévinas avec Jean-François Lyotard. Et là, une des choses qui m'a fortement frappé dans ce chapitre, c'est que vous introduisez cette mise en regard d'abord comme la source d'un profond étonnement, parce que parmi les philosophes français, Jean-François Lyotard est peut-être celui qui revendique avec le plus de force une certaine fidélité à Lévinas, un certain attachement à Lévinas. On peut même considérer qu'il a fortement contribué à sa notoriété, à sa diffusion, à la multiplication de ses lecteurs. Et tout cela pour finalement mener, du moins dans la philosophie de la sensibilité, dans la philosophie de l'art, à des positions radicalement opposées entre celles de Lyotard et celles de Lévinas. Et ces deux philosophies que vous essayez de mettre en regard, en fait, tout ne semble pas complètement opposé, puisque, si j'ai bien compris, mais vous me corrigerez si ce que je dis n'est pas suffisamment exact, en fait, dans les deux cas, chez Lévinas comme chez Lyotard, l'art est présenté comme ce qui est disruptif, ce qui interrompt. Et ce qui interrompt quoi ? Ce qui interrompt
en quelque sorte, le logos, la gestion rationnelle du monde, ce qui interrompt ce qui fait système, la logique, le vrai, le savoir, l'organisation politique du monde, etc., etc. Ça interrompt ce qui fait système, ce qui est structuré, ce qui construit le logos. Sauf que, dans un cas comme dans l'autre, chez Lévinas et chez Jean-François Lyotard, il semble que l'on ne parle pas tout à fait du même logos, puisque chez Lévinas, le logos est vu comme la possibilité de l'intelligible, et derrière la possibilité de l'intelligible, il y a la possibilité de la responsabilité et du projet de justice, alors que chez Jean-François Lyotard, derrière le logos, il y aurait le projet politique, et derrière le projet politique, il y aurait finalement l'échec constaté du projet politique, d'où la célébration de l'art qui nous permet de sortir de ce qui finalement nous a conduit à l'échec du politique. Et donc finalement, en poussant l'opposition jusqu'au bout, vous l'enracinez dans une différente conception du politique et du nous, du collectif en général. Ouais, je voulais vous interroger là-dessus, si vous pouvez expliciter un peu. Bon, le sujet est très difficile et c'est déjà pas mal apparu dans la façon dont vous venez de le traiter. Ce qui est clair, c'est que Lyotard a été extrêmement remué par la pensée de Lévinas dès le début de son œuvre, hein, puisque, comme les gens ne le savent pas toujours, non seulement il écrit en 1968, enfin il publie en 1969 un premier article où il parle de Lévinas, mais il a en fait un cours dont que cet article exploitait dans les mêmes années, et d'autre part, dans Discours figure, sa première œuvre, il y a une référence importante à Lévinas dans l'introduction qui s'appelle Le parti pris du figural. Donc, dès l'engagement de la pensée personnelle de Lyotard, il est en dialogue avec Lévinas, c'est très clair. Et en plus, cette relation est une relation à beaucoup d'égards de disciple, parce que il dit toujours que par rapport à ce que dit Lévinas, il a tout appris de lui. Par exemple, il le dit dans son entretien avec moi, dans la revue Trace du début des années 80. Donc, il y a ça. Deuxièmement, maintenant, il faut parler de ce qui les sépare. Et ce qui les sépare, c'est effectivement l'affaire du sensible et de l'art. C'est-à-dire que Lyotard fait partie de ce que vise Lévinas quand il dit qu'il y a une célébration de l'art comme le summum de la vie spirituelle, dans la réalité à son ombre. Dans la réalité et son ombre, et même Lyotard, on pourrait dire, il est le plus avancé là-dedans, parce que Lyotard a réfléchi sur l'esthétique toute sa vie, et son travail sur l'esthétique, quand on le lit, on voit l'évolution de ses concepts généraux. Donc l'esthétique a été le laboratoire, comme je dis souvent, l'esthétique a joué le rôle pour Lyotard que joue la science pour d'autres philosophes. Mettons pour Kant, bon. C'est-à-dire c'est le lieu d'inspiration, c'est le lieu externe à la philosophie dont il tire son inspiration. Donc l'esthétique est essentielle pour Lyotard, et même on peut dire que pendant toute une phase de sa vie, Lyotard a pensé qu'on pouvait trouver dans l'esthétique, je dirais, la formule magique de la vraie révolution. Et donc Lyotard a cherché dans l'esthétique la formule magique de la vraie révolution. Et par exemple, le premier livre, Discours figure, est largement dans cette orientation-là. Il nous définit une bonne subversion, qui est une subversion que l'art réalise au mieux. Donc ça, Lévinas ne peut pas suivre. Mais néanmoins, complication des choses, leur lecture de l'art est quelque part un peu la même. C'est-à-dire que tous les deux voient comme l'essence de l'art le fait de arracher le sensible au monde. Quelque part, c'est un peu ça vaut pour les deux, de dire que le geste majeur de l'art, pour Lyotard comme pour Lévinas, c'est au fond de refermer le sensible sur lui-même et de le séparer de toutes les coordonnées raisonnables, de l'arracher à l'expression, à l'intentionnalité. Donc cette idée de faire du sensible une espèce d'isolat mystérieux et insaisissable, elle serait commune, sauf que c'est positivé chez Lyotard et c'est négativé chez Lévinas. Nouvelle complication de cette situation, Lyotard voudrait attirer Lévinas dans son affaire. Et il le dit dans Discours figure, il voudrait faire valoir à même le sensible une irréversibilité comparable à celle du commandement du visage selon Lévinas. Donc on a l'impression que Lyotard voudrait rapatrier la transcendance éthique lévinassienne dans l'affaire du sensible et de l'art. Donc ça, à la fois c'est un geste de fidélité, mais en fait c'est un geste
que Lévinas, s'il y avait égard, pourrait ressentir comme un geste de guerre. Enfin, en tout cas, ça va accroître le désaccord considérablement, puisque Lévinas ne pourrait pas convenir de ça. En fait, je crois qu'on peut quand même discerner une différence, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est-à-dire que le sensible est suspensif chez Lévinas, il est interruptif chez Lyotard. Et j'explique dans le livre la différence que ça fait. Mais dernier élément que je voudrais ajouter à tout ça et qui rend les choses encore plus compliquées, c'est que le dernier Lyotard, celui d'après le différent, mûrit de façon extrêmement profonde, je dirais, le pessimisme mélancolique qui est le sien par rapport à l'idée traditionnelle de révolution. Et au fond, Lyotard propose une véritable interprétation éthique de l'art et de notre rapport au sensible. C'est-à-dire que Lyotard va introduire cette idée étrange que le rapport qu'on a vis-à-vis d'un sensible qui nous dessaisit est un rapport de dette. Et il va soutenir que pour que l'humanité soit respectée dans son humanité, il faut qu'on sauvegarde pour chaque humain cette capacité de dette par rapport à l'insaisissable absolu du sensible. Alors ça, c'est une thématique que Lévinas n'aurait jamais développée, mais dont il me paraît difficile de dire qu'elle soit anti-lévinassienne. Voilà. Left or right? Comme tu veux. Peut-être on peut aborder le terme de l'historicisme, qui est... Voilà, alors, il y a tout un article, tout un chapitre dans le livre qui est consacré à ce que Jean-Michel Salanski appelle la forteresse de l'historicisme. Et l'historicisme, on va dire un tout petit mot de ce que c'est, mais l'historicisme est d'entrée de jeu présenté comme quelque chose dont il est extrêmement difficile de sortir, comme quelque chose qui s'impose de lui-même, et pourtant comme quelque chose qui est quand même jugé négativement par Lévinas, puisqu'il est assimilé à la totalité. En gros, si l'on veut, je reprends cette expression de vous, hein, si l'on veut résumer ou exprimer en une seule phrase ce que serait que l'historicisme, ce serait en gros toute pensée qui considère que nous ne pouvons comprendre quoi que ce soit, et en particulier nous ne pouvons comprendre un contenu de pensée quelconque, qu'en le réintégrant dans la trame historique qu'il a vu naître et qui la motive. Donc rien n'est compréhensible en soi, tout n'est compréhensible que recontextualisé dans le mouvement de l'histoire qu'il a vu naître et qu'il a motivé. Donc ce serait ça, l'historicisme. Vous en développez un petit peu la vision de Hegel et de Heidegger notamment, et un petit peu de Marx, et vous soulignez la grande difficulté que Lévinas, et peut-être tout lecteur de Lévinas, se voit confronté par rapport à cette idée d'historicisme, c'est que d'un côté, si l'on cherche l'idée de justice ou le sens à l'intérieur de l'histoire, on ne va pas le trouver puisqu'on va rebasculer dans l'absurde, dans le pur processuel de l'histoire. Mais de l'autre, tout projet de justice qui n'a pas rendez-vous avec l'histoire et qui est incapable de se concrétiser dans le réel, c'est-à-dire dans le processus de l'histoire qui doit bien un jour ou l'autre incarner et donc avoir rendez-vous avec l'idée de justice, on n'est pas quitte avec l'idée de justice. Une idée de justice hors histoire n'est pas une idée de justice. Et donc à la fois l'histoire est en soi l'absurde et en même temps elle exige que la justice s'y retrouve. Donc cette espèce de grande difficulté-là, vous essayez de la traiter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ? Oui, c'est déjà beaucoup d'avoir formulé les choses comme ça, je trouve. Je veux dire, je reconnais bien le problème dans cette formulation. Je voudrais juste ajouter, avant d'envisager toute réponse possible, qu'il y a un deuxième aspect du problème pour moi, qui est que, par ailleurs, la compréhension historique est visiblement une dimension de l'intelligence. Et ça, il suffit d'avoir fréquenté un tant soit peu le monde des lettres et sciences humaines pour savoir que dans tous les cantons du monde des lettres et sciences humaines, tout le monde travaille de manière historiciste, c'est-à-dire tout le monde étudie les choses en retraçant l'histoire, en allant chercher d'où ça vient, comment ça a été formulé aux différentes étapes. Et effectivement, on a tous eu l'expérience que c'est incroyablement éclairant. Toutes les lectures historiques de toutes les affaires de la connaissance et de toutes les affaires humaines, à vrai dire, sont toujours incroyablement éclairantes. Donc il ne faudrait pas prononcer un rejet de l'historicisme qui nous fasse perdre cet aspect de l'intelligence. Vous voyez que, moi, c'est une attitude générale chez moi. Je ne veux pas perdre les dimensions attestées de l'intelligence. L'idéalisme linguistique et mathématicien, je ne veux pas le perdre. L'intelligence historique, non plus.
Donc il faut trouver les moyens de le justifier. Alors Lévinas explique extraordinairement en quoi, c'est toujours pareil, la cible, c'est une certaine figure en fait de la philosophie contemporaine. Il y a une philosophie contemporaine qui a accepté avec enthousiasme et de manière irréfléchie le jugement de l'histoire, qui a fait de l'histoire la mesure de toute chose, qui a considéré que les idées étaient condamnées par les développements historiques, ou bien qu'une idée n'était bonne que quand on pouvait montrer qu'elle était ce à quoi travaillait le processus de l'histoire. Et là, Lévinas explique de façon très profonde, j'essaie de le restituer dans l'essai en question, comment dire ça, c'est une nouvelle manière de prendre l'être comme valeur, c'est la manière temporelle de prendre l'être comme valeur. C'est justifier tous les processus en tant que tels. Bon, et il y a bien des exemples, chaque fois qu'on a l'impression que la roue de l'histoire est en train de nous piétiner, brusquement, on n'est plus historiciste. Hein. Bon. Mais justement, Lévinas explique ça magnifiquement. Alors maintenant, comme a dit Michel, il y a deux problèmes. D'une part, il faut sauver l'intelligence historique, et d'autre part, il faut comprendre comment un projet du bien, un projet universel collectif du bien, peut accéder dans l'histoire. Alors, savoir comment le projet universel du bien peut accéder dans l'histoire, j'ai pas de formule, c'est un problème, c'est la question politique générale, hein, et j'ai évidemment pas de solution, hein, mais l'idée lévinassienne, c'est que si une telle chose est possible, c'est toujours sous la forme de la précipitation dans l'histoire de quelque chose qui est indépendant d'elle, qui vient du dehors. C'est dans la mesure où les événements pourront être saisis par une exigence qui est complètement indépendante du processus qu'on peut imaginer qu'il y ait une progression du bien. Alors on peut estimer que ça a déjà eu lieu. Et par exemple, dans une lecture généreuse, on va dire que les révolutions démocratiques du XVIIIe étaient des choses de cet ordre-là, mettons. Bon, mais le critère, c'est toujours ça. On va dire qu'il y a un progrès si c'est imposé dans l'histoire quelque chose qui prenait son sens et ses coordonnées hors l'histoire et indépendamment d'elle. Ça, c'est un premier niveau des choses. Deuxièmement, Lévinas envisage aussi l'idée d'une histoire sainte, c'est-à-dire de quelque chose qui dure dans l'histoire, mais qui, tout en durant dans l'histoire, n'est pas autre chose que la transmission de l'exigence éthique même, convertie en un certain partage collectif. Et lui, c'est comme ça qu'il comprend l'histoire juive. Et donc, ce serait pour lui une histoire qui ne serait pas une histoire au sens ordinaire de l'histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un processus qui va son train, c'est la transmission même de l'exigence. Bon, à ce moment-là, moi, ce que je fais dans le livre, c'est que je fais un parallèle en disant que la science aussi, au fond, est une transmission de ce type. Que le travail de la science, c'est la perpétuation de la tâche infinie de la connaissance et de la vérité, telle que Husserl l'a définie dans la conférence de Vienne, dans la conférence de Prague, pardon. Oui, ce qui devait être la conférence de Vienne, mais que Husserl n'a pas pu prononcer à Vienne à cause du nazisme, mais qu'il a prononcé à Prague. Je crois que c'est ça. Donc, dans cette conférence, Husserl définit le grand événement de l'humanité, qui est l'émergence de la tâche infinie de la connaissance et de la vérité. Et donc, on peut voir, comme le fait Husserl lui-même, une tradition de la connaissance et de la vérité qui a surgi à ce moment-là, et qui est aussi une histoire sainte, disons, sur le modèle de Lévinas, parce que c'est une histoire qui n'est pas une histoire du processus, mais qui est une histoire de l'exigence de vérité elle-même. Et je dirais que ce qu'on appelle la différence entre histoire intrinsèque des sciences et histoire extrinsèque des sciences, pour moi, ça correspond exactement à ça. L'histoire externaliste des sciences, c'est une histoire qui replonge l'histoire, qui replonge la science dans le processus général de l'histoire. Tandis que l'histoire internaliste des sciences, c'est celle qui étudie les phases successives de la science du point de vue de l'exigence de connaissance, de la tâche infinie de la connaissance et de la vérité. Voilà. Je vous remercie. Je vais peut-être vous demander si vous avez vous-même des questions, parce qu'on peut en poser d'autres, mais Joël. Oui, Jean-Michel, si je ne me trompe pas, tu as dit qu'il ne fallait pas confondre idéalisme et spiritualisme, n'est-ce pas? Alors j'aimerais bien que tu donnes des précisions, parce que c'est vrai que, par exemple, Brunswick définit sa philosophie comme un spiritualisme certes scientifique,
Hein, spiritualisme au sens d'un intellectualisme et pas d'un vitalisme comme Bergson. Mais il utilise ce terme. Alors c'est vrai que bon, c'est un terme qui est... Enfin, il faut faire attention, et c'est un terme qui est très chargé. Hein. Bon, à la même époque, Louis Lavelle, par exemple, défend un spiritualisme de toute autre nature. Mais j'aimerais bien que surtout que tu te places pas spécifiquement dans cette perspective d'histoire de la philosophie, mais dans une perspective plus moins historique et plus réflexive. Donc, j'aimerais bien que tu donnes voilà, des précisions à ce sujet. Oui, tout en n'étant pas un connaisseur extraordinaire de la période, je vois bien la difficulté. Hein. Je vois bien que, d'abord, il peut y avoir un emploi de spiritualisme par des gens comme Brunswick, où ce n'est pas le spiritualisme tel que j'aurais tendance, moi, à l'identifier négativement. Et réciproquement, chez les gens qui se réclament du spiritualisme, il peut y avoir des reconnaissances de ce que j'envisage positivement comme l'idéalisme. Donc l'affaire est compliquée, et je crois que l'atmosphère de cette époque, c'est justement une grande proximité des deux orientations. Alors moi, dans une reconstruction rationnelle a posteriori, j'essaye de trancher à la hache. Hein, et donc pour moi, le spiritualisme, c'est la théorie ontologique selon laquelle il y a une catégorie supérieure de l'être qui est la catégorie de l'esprit, et que tout s'explique à partir de cette catégorie supérieure qui est celle de l'esprit. Et donc selon une formule que je tiens de Laurent Fédy, avec qui je sais, Joël, que tu es en rapport maintenant, mais qui lui connaît bien cette période, le spiritualisme, c'est l'explication de l'inférieur par le supérieur. C'est ça que les gens disent. Donc on explique tout inférieur par le supérieur de l'esprit. Et on peut dire qu'à certains égards, l'idéalisme platonicien était pour une part spiritualiste en ce sens-là. Il y a juste un geste de plus, c'est d'identifier ce supérieur à l'esprit. Et donc à le faire quelque chose de proche de notre subjectivité ou de notre intellectualité. Bon, il y a ça dans le spiritualisme. Donc j'essaye de définir, moi, ce que je garde comme l'idéalisme, c'est-à-dire juste le fait qu'on a besoin de la fonction de l'invariant idéal au-dessus des séries, parce que ça, c'est une composante de toute rationalité. Et qu'on n'est pas obligé pour ça de faire des hypothèses ontologiques, comme quoi il y aurait une couche des idéalités, qui serait la couche éminente de l'être, et encore moins de faire l'hypothèse que cette couche éminente des idéalités serait mystérieusement correspondante à l'âme, l'esprit, etc. Donc je fais cette différence. Maintenant, je reconnais que je pense que si on regarde l'histoire, on voit que dans la France d'avant la Seconde Guerre mondiale, en fait, il y a un mélange des deux choses absolues. Merci. Dans le titre « Concret idéal », si c'est possible, se centrer sur la copule, le « est ». Parce que si l'abstraction a été évacuée apparemment, est-ce qu'il s'agit d'un engendrement? Quelle est la donation de l'idéalité? Si ce n'est pas abstraction, ça serait universalisation, formalisation, intuition. Comment ça se fait qu'il a applicabilité? Si le para-applicabilité, si on peut employer, par exemple, si la transcendance, le transcendant est une mesure, comment se fait-il qu'il peut être appliqué à une couche immanente par engendrement? Par exemple, la question de géométrie par engendrement à partir de l'arpentage. Quel est le « et » Comment peut-il l'appliquer? Donc j'ai été surpris au début, je ne comprenais pas du tout, et je crois que j'ai compris maintenant. Pour vous, le « et », c'est la question de l'applicabilité. C'est-à-dire, on a l'idéal, mais dans le « et », il est sous-entendu que l'idéalité pourra être utile à la description des choses du monde. Alors, en fait, dans l'article sur Lévinas et Heidegger, j'oppose le couple concret et idéal au couple abstrait et empirique. Et donc je dis que la philosophie, moi, que j'essaie de défendre, elle va prendre le parti du concret et de l'idéal, et elle s'oppose à une philosophie qui prend le parti de l'abstrait et de l'empirique. Bon, et je soutiens que Heidegger, justement, lui, prend le parti de l'abstrait et de l'empirique. C'est-à-dire qu'une de mes thèses préférées, c'est que Hegel, c'est une dégradation empiriste de Kant, et que Heidegger, c'est une dégradation empiriste de Husserl. C'est un des trucs que j'aime bien dire.
Donc, c'est l'occasion là, de dire ce truc-là. Mais en fait, le couple abstrait-empirique, ce qui représente le plus dans la philosophie contemporaine, le couple abstrait-empirique, c'est beaucoup plus la philosophie analytique internationale, qui généralement ne nomme même pas l'idéal. Dans la discussion de la philosophie des mathématiques analytiques, le problème, c'est existe-t-il des objets abstraits en plus des objets empiriques? Et ils disent même pas objets idéaux, ils disent des objets abstraits. Et donc c'est parce que, et ça renvoie à votre question, c'est parce que pour eux, en fait, ce que j'appelle l'idéal, moi, c'est ce qui est conquis par abstraction. Et leur modèle est toujours le même. On a une pluralité d'objets rouges et on abstrait la qualité commune du rouge et on met un label linguistique là-dessus et ça nous fait un concept. Et ils ont l'impression qu'en disant ça, ils ont fait une dérivation non idéaliste du concept à partir de l'empirie. Bien qu'eux-mêmes voient bien que c'est très difficile parce qu'ils reposent derrière la question. Et quel est le statut ontologique de ce concept du rouge? Et ils réactivent les débats médiévaux. Donc ils savent bien qu'ils ne s'en sont pas sortis, néanmoins. Mais enfin, ils aiment bien ce narratif-là et ils aiment bien parler d'abstraction et pas parler d'idéalité. Parce qu'il leur semble que justement, si on prend les choses comme ça, c'est exactement l'intention de votre question, on ne va pas se mettre à distance de l'applicabilité. Alors, j'ai deux choses à dire là-dessus. D'abord, je pense que la question même de l'applicabilité, il n'y a pas de solution métaphysique. Le leurre, à mon avis, de cette philosophie, c'est de croire qu'il y a une solution métaphysique du problème de l'application. Il n'y a pas de solution métaphysique. L'application consiste toujours à appliquer quelque chose qui n'a aucun statut ontologique. Mais on est dans des séries et on est fidèle à des prescriptions d'application, et c'est dans cette mesure qu'on applique correctement, ou qu'on emploie correctement, selon le cas. Donc on retrouve un peu les problèmes qui sont discutés dans Wittgenstein et dans Kripke. Et c'est pareil, sur Wittgenstein et sur Kripke, je trouve qu'il y a un évitement du statut de l'idéalité qui rend, à un certain moment, la discussion même qu'ils conduisent inintelligible. Donc je dirais, sur ce problème-là, il faut faire avec. L'idéalité a son sens d'idéalité, qui a un sens de transcendance, qui veut dire une consigne d'application ou une consigne de réemploi. Et ça fonctionne comme ça par rapport à tous les cas, parce que c'est le sens même de cette consigne d'application de s'appliquer par rapport à tous les cas. Et on n'a pas à comprendre ça ontologiquement. Ça serait ma réponse sur ce point. Maintenant, le livre a une autre dimension, c'est qu'il redéfinit le concret. C'est-à-dire que pour moi, la question de la corrélation de l'idéal avec notre expérience, ce n'est pas principalement ce problème de l'application scientifique. C'est le problème qui a ce que j'appelle le concret. Et ce que j'appelle le concret, c'est ce qui compte incontournablement pour nous dans nos vies. Et je pense, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, que ce qui compte incontournablement pour nous dans nos vies, on le comprend beaucoup plus par rapport à l'idéalité que par rapport à l'abstraction. Je ne peux pas en dire plus là maintenant. Je peux poser moi une... J'ai une petite question que je réservais parce que c'est vraiment une question qui démontre ma complète ignorance de la chose. C'est qu'à plusieurs reprises dans le livre, vous prenez un exemple qui est le chat et sur le paillasson. Et j'aimerais bien savoir d'où ça sort et de quoi il s'agit parce que je suis surprise que ça revienne à ce point. C'est un exemple traditionnel dans la littérature anglophone de ce qu'on appelle un état de choses. Et un état de choses, c'est typiquement l'être sur le paillasson du chat. Donc il y a une proposition qui est « the cat is on the mat », et puis il y a « the state of affairs of the cat being on the mat ». Voilà. Et bon, c'est un exemple. Donc il faut comprendre qu'il n'y a pas simplement les choses, c'est-à-dire le chat et le paillasson, mais cette entité supplémentaire qui est l'être sur le paillasson du chat. Et c'est ça qui est un état de choses. Et selon une des théories de la philosophie analytique contemporaine, le facteur de vérité d'une proposition, c'est un état de choses. Donc ce qui rend vrai la proposition « le chat est sur le paillasson », si jamais elle est vraie, c'est l'état de choses de l'être sur le paillasson du chat. Donc vous voyez que c'est une philosophie géniale. On va finir sur ça, si ça vous convient. Merci beaucoup, Jean-Michel.